et c'est le chapitre 13, et qui est à la page 251 de la version poche. Aphorisme sur l'amour. Je vous dirai un peu ce que c'est qu'un aphorisme, vous le savez déjà peut-être, mais bon, je vous dirai un peu de quoi il s'agit, et pourquoi Lacan les emploie, et quels aphorismes il emploie, bien sûr. Vous avez sans doute remarqué dans votre version poche, et comme dans la version du Seuil d'ailleurs que j'ai là, qu'il y a deux gravures, enfin deux photos de tableaux, des tableaux assez célèbres, qui représentent Sainte Lucie et Sainte Agathe. Alors, elles ont ceci de particulier, c'est que Sainte Lucie, elle a un petit plateau, genre plateau à fromage, et dans lequel elle trimballe ses yeux. C'est quand même assez particulier. Et puis, Sainte Agathe, elle a un petit plateau à fromage aussi, dans lequel elle propose ses seins. Et en fait, dans l'histoire véridique de ces saintes, elles ont été toutes les deux martyrs, et l'une a eu les yeux arrachés, l'autre a eu les seins arrachés, de fait. Et elles sont mortes d'ailleurs. Je ne sais plus en quelle année, mais enfin bon, il y a longtemps. Et donc Lacan utilise ces photos. Alors le peintre s'appelle Francisco de Zurbarán. C'est un peintre espagnol, voilà. Et ces œuvres-là, on peut les voir, puisqu'il y en a une qui est au Grand Palais, je vois, et l'autre qui est au musée de Montpellier. Donc on peut les voir si on veut, même si elles ne sont pas dans le même musée, ces deux œuvres. Et pourquoi Lacan est-ce qu'il nous montre ça? Eh bien parce que pour lui, les seins dans ces dessins-là, dans ces peintures, sont des objets A, et les yeux aussi, sont des objets petit a. Pourquoi? Parce qu'il dit, les seins comme les yeux sont des choses qu'on ne peut pas détacher. Ils ne sont pas détachables du corps. Alors, il prend un contre-exemple que moi, je ne trouve pas très bon. Enfin bon, je vous le donne comme il est. Il dit, contrairement à ce qu'on pourrait dire de la sauterelle et de ses pattes. Je ne suis pas sûr que la sauterelle serait très contente de savoir que ses pattes sont détachables. Hein? Donc, c'est le contre-exemple qui est donné par Lacan. Mais bon, c'est curieux hein, quand même, hein, parce que c'est vrai que les enfants dans le Sud, hein, là, il fait tch, 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 vous savez, les enfants s'amusent souvent à détacher les pattes des sauterelles. C'est un jeu d'enfant un peu cruel, mais qui existe. Et c'est vrai qu'elles se détachent facilement. Dit-on, parce que moi je n'ai jamais fait, parce qu'en Bretagne, d'où je viens, il n'y a pas de cigale. Donc, alors, elles sont détachables et elles ne sont pas, on ne les arrache pas, d'après Lacan. Bon, la cigale ne pense pas comme ça, certainement pas. Et donc, à partir du moment où on a arraché les seins ou les yeux, ils deviennent des objets externes qui ne font plus partie du sujet. Comme la symbolique du phallus, si vous voulez, hein. Le phallus symbolique, c'est-à-dire ce n'est pas le pénis réel, c'est le pénis symbolisé, que Lacan appelle et Freud appelle le phallus, il peut être conceptualisé, externalisé, ne plus être accroché au corps. Et donc, d'une certaine façon, là aussi, le phallus devient une sorte d'objet A. Et là, il en va de même dans ses peintures. Pourquoi il les a mis là, Lacan? Ben, c'est pour ça. C'est pour nous illustrer ce que pour lui, on pourrait voir en peinture comme objet A, hein, voilà, dans des plateaux à fromage, par Sainte-Lucie et Sainte-Agathe. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur ces trucs-là, parce que j'en ai beaucoup parlé lors du dernier séminaire, donc je vais pas, c'était juste pour vous parler des peintures, parce que je ne savais pas que dans les versions poche, ils mettaient des belles peintures comme ça, en couleur, mais c'est bien, hein, parce qu'ils sont aussi dans le Seuil, bien entendu. Alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'au début de ce chapitre-là, il y a une espèce de sous-titre, en dessous de Aphorisme sur l'amour, il y a un sous-titre en russe. Et moi, je n'en connaissais pas la traduction, et heureusement, Patrick Dessin, ici présent, hein, qui est mon collègue de séminaire, eh bien, on a trouvé la traduction. Donc, je vais vous la donner, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Donc cette traduction de ces 4 petites lignes en russe là, qui sont sur la page 199 au Seuil et qui sont dans la page, je ne sais plus où, la page 251 en poche, eh bien, ça se traduit comme si frayeur, la peur grossit les objets, je crains qu'ils ne viennent, bien sûr, je crains qu'ils n'arrivent pas, au pluriel, alors non, qu'ils n'arrivent pas au singulier. Bien sûr, je crains qu'ils ne viennent au singulier. Pour sûr, je crains qu'ils n'arrivent pas. Je vous le relis.
Frayeur. Frayeur, c'est le premier mot qu'on voit hein, dans l'espèce de pyramide là. La peur grossit les objets, je crains qu'ils ne viennent, pour sûr, je crains qu'ils n'arrivent pas. Pourquoi est-ce qu'il met ça en exergue comme ça C'est parce qu'il parle de la négation en psychanalyse. Qui pour lui est explicite de quelque chose justement qui va arriver. Alors, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, je vous en parlerai une autre fois, de cette histoire de négation, parce que je n'ai pas le temps. Le chapitre est extrêmement riche, extrêmement dense et extrêmement abstrait, difficile. Je vous dis ça à chaque fois, mais vraiment, celui-là, il foisonne de difficultés conceptuelles, ce chapitre-là. Et donc, je n'ai pas le temps de... C'est les premières pages ça, du chapitre sur la négation, là. Hein. Je crains qu'ils ne viennent. Voilà. Et donc, Lacan s'en explique sur la... Si vous voulez, sur la symbolique de la syntaxe dans ce nœud explétif, cette négation explétive. Voilà, mais j'insiste pas. Donc, par contre, je vais vous parler de choses que j'ai déjà abordées, mais de la castration. Parce que j'ai classé un peu, si vous voulez, ce chapitre-là, j'ai fait 3 sous-chapitres pour moi, pour mon enseignement, si je puis dire. Et la première, je les ai mis dans un ordre qui me paraît cohérent, pour arriver aux aphorismes. Parce que si on aborde les aphorismes du chapitre tout de suite, on ne comprend rien. Parce qu'il est question, dans ces aphorismes, il est question de la castration, il est question de l'amour, mais en termes psychanalytiques, il est question du désir, et il est question de la demande en termes psychanalytiques. Donc si on lit directement les aphorismes, on ne comprend rien. Donc il faut d'abord passer par une petite étude psychanalytique de la castration, de la jouissance, du désir et de l'amour. Voilà. Hein, on peut être assez bref là-dessus, hein, mais c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je ne vais pas m'étaler. Mais c'est des notions très complexes chez Lacan, mais je les ai contractées au maximum, compactées, comme toujours, pour qu'il vous en reste quelque chose. Voilà. Une petite chose, alors là qui est plus matérielle, si jamais vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir quand vous voulez, bien entendu, comme d'habitude, mais vous, à ce moment-là, vous prendrez le micro, puis vous le mettrez bien en face de votre bouche, parce que sur Internet, des gens se plaignent qu'on n'entend pas les intervenants. Hein, voilà, sur YouTube. Puisqu'en fait, ces séances sont sur YouTube. Alors moi, on m'entend, puisque j'ai un micro-cravate et qu'il enregistre, mais les intervenants, s'ils tiennent le micro comme ça de manière un peu décontractée, tout en parlant, on ne les entend pas. Il faut le tenir comme ça. Voilà. Je vous dis ça comme ça si vous posez des questions. Parce que c'est quand même sympa pour les gens qui regardent ça après, sur YouTube ou sur Facebook, de pouvoir entendre les interventions, notamment celle de Jean-Claude, le docteur Jouet, qui a fait une longue intervention qu'on n'entend pas malheureusement. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dans ton intervention dont on m'a parlé, justement, comme celle qu'on n'entend pas. Donc la castration. Alors la castration d'abord chez Freud. Alors je vais aller vite, hein, je vais être très sommaire, mais pas expéditif pour autant, et pas trop trivial, et pas trop traître du texte lacanien. Voilà, c'est toujours mon propos. Hein. Donc la castration chez Freud. Alors Freud dit, c'est une conséquence inconsciente, subjective, déterminée par la menace de castration chez l'homme et par l'absence de pénis chez la femme. Donc oui, c'est ça. Voilà. Chez Freud, c'était très carré. Hein. C'était une menace pour l'homme de la perdre, une menace pour l'homme de la perdre, et puis pour la femme, l'ennui de ne pas l'avoir. Voilà. Donc, chez Freud, comment est-ce qu'il a pu savoir tout ça ? Eh bien, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé sur les dessins d'enfants, notamment, et il a écrit beaucoup de choses sur les théories sexuelles infantiles. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Hein, c'est-à-dire que les enfants, quand ils sont à l'âge édipien, et même pré-édipien, quand ils ont 3, 4, 5, 6 ans, ils ont une conceptualisation de la sexualité. Alors, je ne dirais pas qu'elle est erronée, ce n'est pas le terme, mais elle est exotique. Elle est, elle est imaginaire, elle est fantastique, et tout ce que vous voulez, mais elle ne correspond pas à la réalité de ce que nous appréhendons comme adultes. Ça ne coïncide pas exactement. Et donc les théories sexuelles infantiles, Freud en parle longuement dans Névrose, Psychose et Perversion. Hein, c'est là qu'il en parle le plus, et c'est quand même intéressant, quoi. Hein. Alors, je ne vais pas vous toutes les citer, parce qu'il y en a beaucoup,
mais notamment il y a la théorie du cloaque. C'est-à-dire que si vous faites dessiner un enfant, en lui demandant comment naissent les enfants, par exemple, est-ce que tu peux me dessiner un enfant qui a 3, 4 ans, 5 ans, 5 ans, allez hop. Vous lui demandez est-ce que tu peux me dessiner quelqu'un ou des personnes qui font un enfant. Ben, il peut dessiner effectivement des personnages qui ont une espèce de trou, hein, une espèce de béance concave, sombre la plupart du temps, et que Freud a appelé la théorie du cloaque. Effectivement, c'est-à-dire que pour les enfants de cet âge-là, ils ont une représentation unique de la facture, si je puis dire, des enfants, de la reproduction ou des organes reproducteurs. Ils en ont une seule représentation qui est cette concavité obscure. Voilà, une espèce de trou obscur dans laquelle, comme une espèce de bouilloire où les enfants arriveraient comme des choux, quoi, hein. Le chou est aussi une théorie sexuelle infantile, hein. Enfin, qui est plus une théorie sexuelle parentale, finalement, hein. C'est plus les parents qui parlent des choux et des cigognes que les enfants, finalement, hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire quand même, hein, par rapport aux enfants. Donc, je ne vais pas trop insister là-dessus, sur toutes ces théories, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est très imagé, c'est très fleuri, etc., c'est amusant. Et puis les enfants gardent ça assez longtemps, quoi, hein, jusqu'à ce que les parents les aident à trouver un peu une certaine forme de réalité par rapport à ça. Ce qui arrive, parce que c'est des questionnements qui se posent notamment en post-édipien, notamment pendant la période édipienne, bien entendu, hein. Pendant la période édipienne se pose la question de la mort pour les enfants. Ah oui, la mort, hein, ils se la posent vraiment. Et puis la question de la procréation, de la création, de l'être. Et bien sûr, il faut répondre aux enfants. Et ce n'est pas toujours facile de répondre aux enfants, hein. On ne peut pas répondre, c'est les cigognes, hein, ou c'est le chou. Donc il faut répondre. Et donc, moi, je suis un peu lâche par rapport à ça. C'est-à-dire que je leur dis, ben, il y a des livres très bien faits. Je dis aux parents, il y a des livres très bien faits par âge. Hein, et on trouve des librairies qui vendent ça avec l'âge adapté à l'enfant, etc. Et ça aidera. Mais quelquefois, ça m'arrive aussi de parler aux enfants avec des mots adaptés par rapport à ça. Donc, les théories sexuelles infantiles, ça, il a écrit ça en 1908. Je vous dis ça comme ça, hein, bon, voilà. Alors, Freud, il dit que l'organe sexuel, c'est un organe essentiellement auto-érotique, primordial, et qui ne peut pas se concevoir que comme... il ne peut pas concevoir l'enfant qu'une autre personne en soit dépourvue. Là, il parle surtout du garçon. Il parle surtout des garçons. C'est-à-dire que les garçons à l'âge édipien sont dans l'impossibilité de concevoir que l'autre en serait dépourvu, y compris la fille. Y compris la fille. S'il se persuade ou s'il est persuadé extérieurement par quelqu'un que l'autre ne l'a pas, ça peut le plonger dans des angoisses fantastiques d'être lui-même castré un jour ou l'autre. Vous voyez ? Donc, voilà, et c'est Freud qui insiste là-dessus, hein, pour dire il ne peut pas concevoir que l'autre n'en soit pas pourvu. Et donc, du coup, le garçon peut penser que chez la fille, ça va pousser, et peut-être que la fille peut penser ça aussi, voilà, que ça va pousser, que ça ne va pas rester comme ça, que ça va devenir comme chez le garçon. Alors, Freud parle de, je saute pas mal d'étapes, mais en essayant de ne pas être trop simpliste quand même, Freud parle du complexe de castration. Ça, c'est important parce que ça suit l'Oedipe, ça. Vous avez l'Oedipe, après vous avez le complexe de castration. Enfin, ce n'est pas une temporalité aussi... c'est pas une temporalité aussi drastique, comme ça, 1, 2, non, mais enfin, quand même un peu. Quand même un peu. Le complexe de castration, c'est quoi? Eh bien, c'est justement, c'est une sorte de succès, puisque c'est finalement le moment où les enfants acceptent de ne pas avoir la toute-puissance, si vous voulez, quoi, hein. Acceptent, dans la phase édipienne, de ne plus être le phallus de la mère. Alors voilà, ça c'est une notion importante. Et c'est Freud qui le dit, ça, c'est pas Lacan, hein. Le phallus que l'on dessine comme ceci, avec la lettre majuscule grecque, l'enfant peut penser soit qu'il l'est,
soit qu'il l'a, soit qu'il l'ait, soit qu'il l'a. Alors, soit qu'il l'ait, de quelle façon? Eh bien, en ne faisant qu'un avec sa mère. En ne faisant qu'un avec sa mère. Un UN avec un U majuscule chez Lacan. En ne faisant qu'un avec la mère, l'enfant, eh bien, se vit comme une espèce de compensation permettant la totalité. Une compensation phallique permettant la totalité de cette forme materno-infantile ou infanto-maternelle, si vous voulez, quoi. Hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qui doit se produire au décours de l'Édipe? Eh bien, il faut que l'enfant abandonne cette idée d'être ou d'avoir le phallus. C'est ça le complexe de castration. C'est exactement ça. Hein. Donc, c'est finalement un abandon de quelque chose qui est un succès, une réussite, parce que ça permet à l'enfant de se déposséder de son fantasme de toute puissance et de s'adapter à un monde, justement, où on n'est pas tout-puissant. Et donc, c'est nécessaire. Alors, justement, Freud insiste là-dessus et il dit, mais si quelqu'un reste embourbé dans le complexe de castration qui suit l'Édipe, c'est-à-dire à 6, 7, 8 ans par là, si quelqu'un reste embourbé là-dedans, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il devient dépressif. Il sombre dans la dépression. Il sombre dans la dépression parce qu'il est dans une ambivalence terrible en se voyant à la fois comme une totalité et en percevant que le monde le refuse comme tel. Le monde le refuse comme tel. Et donc, du coup, il plonge dans une forme de tristesse insondable que Freud qualifie de mélancolique, d'ailleurs, hein, qualifie de mélancolique, où il ne peut pas choisir. Hein, il est pris dans un double discours, dans un double lien, comme on l'appelle. Et donc, ce n'est pas une bonne opération. Donc, il est nécessaire que l'enfant abandonne, à la fin du complexe d'Édipe, cette idée de la toute-puissance. C'est absolument indispensable. Et pour vous donner un peu une connotation pratique à tout ça, je vous dirai 2 mots de ma pratique personnelle concernant le complexe d'Édipe, le complexe d'Édipe, l'Édipe, la phase édipienne, et la phase du complexe de castration, du complexe d'Édipe. C'est que les enfants petits, quand ils viennent en consultation, les enfants d'âge édipien, c'est-à-dire 3, 5, 6 ans, et en post-édipien même, hein, en post-édipien, jusqu'à l'adolescence, ont souvent des symptômes très bruyants, comme l'instabilité, une très forte instabilité, ou alors des symptômes très caractériels, très agressifs. Et donc les parents disent il est méchant, il bouge tout le temps, il n'est pas sage, il est méchant. Voilà, c'est ça. La traduction sémiologique des parents, c'est il n'est pas sage, il est méchant, etc. Et nous, on n'en peut plus. Voilà, c'est ça qu'on entend souvent. Hein. On n'en peut plus. On a beau le battre et le mettre au coin, rien n'y fait, on le punit, ou alors on lui donne tout ce qu'il veut, tout ça, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Et donc, on est dans une configuration là où le complexe de castration ne fonctionne pas. Est en échec. L'enfant n'a pas abandonné son idée de toute-puissance. Mais comme il ressent quand même que ses parents, eh bien, eux, le travail, ils l'ont fait depuis longtemps, donc ses parents, eh bien, se détachent, s'éloignent un peu de lui, hein, ce qui est normal, ce qui est la norme, s'éloignent un peu de lui. L'enfant devrait prendre de l'autonomie, mais les parents prennent aussi de l'autonomie. Et donc, ça attriste l'enfant. Et donc, ça crée chez l'enfant une dépression, celle dont parle Freud, hein, une dépression. Et cette dépression, comme chez l'enfant, eh bien, ça ne va pas se traduire comme chez l'adulte. L'adulte, il arrive en consultation en disant je ne vais pas bien, j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus envie de manger, je ne dors plus, j'ai plus goût à rien, j'ai plus d'élan vital, demain, je ne sais pas ce que je vais faire, j'en ai rien à foutre, etc., etc. Je pense qu'à me suicider, enfin bref, ça, dans les extrêmes. L'adulte arrive comme ça, mais l'enfant, il n'arrive pas comme ça. Quand il se présente en consultation, pas du tout. Hein. Il arrive avec des symptômes qui sont la plupart du temps l'instabilité, l'agressivité. Parfois, des enfants très renfermés sur eux-mêmes aussi, des enfants qui ne parlent pas, qui sont mutiques, etc. On a différents symptômes comme ça qui moi, m'évoquent presque à chaque fois la dépression. Donc, j'en parle tout de suite aux parents
et je leur dis, mais vous savez, votre enfant, il est très probable que ce n'est pas un problème de sagesse, hein, ou qu'il ne se conforme pas à un ordre établi, ce n'est pas ça, c'est qu'il est triste. Et donc je questionne l'enfant là-dessus. Je questionne l'enfant. L'enfant est très réceptif à ce type de questions, y compris quand ils sont petits, hein, y compris quand ils ont 3-4 ans. Hein. Je leur demande, est-ce que tu es triste souvent? Alors quand ils ne comprennent pas bien cette question-là, je leur demande, est-ce que tu as envie de pleurer souvent? Et ça, l'enfant répond toujours à ces questions-là. Hein. Même s'il est très obstiné, s'il est fermé, qu'il ne veut pas répondre à votre question, si vous posez ces questions-là, il va vous répondre, peut-être pas avec des vocalises, mais peut-être avec un geste de la tête, par exemple, hein, une approbation de la tête. Et donc, mais presque à tous les coups, il va me répondre oui. Hein. Et je leur demande, est-ce que quand tu es triste, tu as vraiment beaucoup envie de pleurer? Hein. Alors là, ils me répondent aussi oui. Et donc, les parents sont très étonnés, parce que l'enfant ne leur a jamais dit ça. Jamais. Ils ont quand même 4-5 ans d'existence, voire plus, hein. Ils n'ont jamais parlé de ça à leurs parents, parce que les enfants ne vont pas dire à leurs parents, un enfant de 3 ans ne va pas dire à ses parents, tu sais, papa, je suis dépressif en ce moment. Hein. Donc, non. Donc, il va agir, sa dépression. Il va l'agir. Hein. Et donc, du coup, moi, j'aide les parents à parler à leur enfant à ce sujet-là. Et je dis à l'enfant, tu sais, ta maman et ton papa, en ce moment, peut-être que ça te rend triste parce qu'ils s'occupent un peu moins de toi. Mais ils s'occupent un peu moins de toi parce que tu grandis. Tu grandis. Et que tu peux faire beaucoup de choses par toi-même. Et donc, si tu peux faire beaucoup de choses par toi-même, et les parents ne le font plus à ta place. Donc ça t'attriste, et tu penses que parce qu'ils ne font plus toutes ces choses à ta place, comme te changer, te donner à manger, te prendre dans leurs bras, etc., eh bien, tu penses que tes parents ne t'aiment pas, ou ne t'aiment plus. Et peut-être même que tu penses qu'ils vont te laisser tomber. Parce que derrière tout ça, il y a des craintes d'abandon. Alors jamais un enfant ne va dire à ses parents « Je crains que vous m'abandonniez, chers parents ». Un enfant de 3 ans. Non. Mais il le pense très fortement. Hein. Donc si ça, vous ne le savez pas, sur un plan théorique, mais vous ne pouvez pas soigner les enfants. Hein. C'est pourtant simple, hein. Mais vous ne pouvez pas les soigner. Parce que vous passez complètement à côté, vous allez dire, comme on dit souvent avec les tiroirs du DSM, etc., « Ah ben c'est une grande instabilité, on va soigner ça par de la Ritaline, etc. » Et puis voilà, quoi. Hein. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'aborder comme ça. Je ne dis pas que tout s'aborde comme ça, ce n'est pas miraculeux non plus, mais quand même, ça a une efficacité opératoire qui est quand même stupéfiante, hein, je vous assure. Hein. Donc je leur dis ça, je leur dis, voilà, ça te rend triste, mais je vais te dire une chose, voilà ce que j'ajoute toujours, je vais te dire une chose, tes parents, même s'ils ne font plus avec toi les choses qu'ils faisaient autrefois quand tu étais tout petit, eh bien, ils ont pour toi un amour qui est le même. Ils t'aiment toujours autant. Et je dis aux parents, voilà, vous voyez, je dis ça à votre enfant, mais vous allez lui le dire aussi, et souvent, tous les jours, vous allez lui dire ça. Parce que la répétition, c'est essentiel chez l'enfant. La répétition, Lacan en parle beaucoup, hein, dans le concept de la jouissance. Et ce n'est pas pour rien qu'il en parle. Mais la répétition, elle est nécessaire, comme l'histoire du soir qu'on raconte de tout petit, qui souvent est la même d'ailleurs. Hein. Les enfants souvent veulent la même. Et donc, voilà, cette répétition, elle est nécessaire. Donc je dis aux parents, parce que souvent des parents me disent, oui, mais on lui a déjà dit qu'on l'aimait, donc c'est bon. Ben, je dis non. Avec les enfants, il faut répéter, surtout avec les petits. Et il faut répéter souvent, voilà. Ah bon? Ben, on va le faire. Ben, je dis faites-le. Et puis donc, on s'aperçoit que beaucoup d'enfants qui ont ces symptômes-là d'instabilité, d'agressivité, etc., voilà, ou de repli sur soi, qui ne sont pas du tout autistes, voilà, guérissent très rapidement, simplement comme ça. Donc c'est quand même dommage de ne pas opérer comme cela, parce que... mais vous savez, dans les théories freudiennes et lacaniennes, d'une certaine façon, c'est dit ça. C'est dit de manière un peu complexe, mais c'est contenu là-dedans. Hein. C'est contenu là-dedans. Hein. Parce que quand Freud nous dit que le complexe de castration, ben, il doit être réussi, eh ben, ça revient à ça, d'une certaine façon. Hein. Ça revient à l'idée qu'il faut abandonner l'idée de la toute-puissance. Et donc l'enfant a du mal avec ça. Il a du mal avec ça. D'autant plus que dans le stade du miroir, il va se construire dans l'image de l'autre et il va vouloir que l'image de l'autre lui renvoie une image de lui-même favorable. Une image
qui soit excellente de lui-même, hein. Presque une image de totalité, si vous voulez. C'est ça le fantasme dans le stade du miroir, hein, c'est vouloir que l'autre renvoie de nous-mêmes une image la plus favorable possible, si ce n'est favorable totalement, hein. Donc c'est illusoire, favorable totalement, c'est illusoire. Donc il faut bien abandonner quelque chose, il faut bien qu'il y ait un reste. Et cet abandon, ben, il n'est pas facile, mais il se fait de par le complexe de castration, vous voyez? Donc ce n'est pas si compliqué dans le fond, hein, quand même, hein. Alors, si on regarde chez Lacan, eh bien Lacan, il dit à peu près la même chose que Freud, hein, sauf qu'il n'emploie pas tout à fait les mêmes mots, mais en fait, ça revient à peu près au même. Lacan, il dit ceci. Alors, Lacan, il ne parle pas, lui, Lacan, du sexe du garçon et du sexe de la fille, etc., comme de l'objet réel, si vous voulez, objectalisé réellement. Il n'en parle pas comme ça, Lacan, hein. Pour lui, c'est un processus symbolique. Il dit que c'est une opération symbolique, hein, une opération symbolique, et qui ne porte pas sur l'organe réel, mais sur le phallus, objet imaginaire, et ça, de manière indifférente chez la fille et le garçon. C'est une différence avec Freud, hein, puisque Freud fait quand même une nuance, ce qui se passe chez la fille et chez le garçon. Lacan ne le nuance pas. Il dit, chez les deux, de toute façon, c'est l'histoire du phallus, l'être ou l'avoir. L'être ou l'avoir, l'être où dans les bras de la mère. L'être dans les bras de la mère. Être le phallus dans les bras de la mère. Et la mère est dans ce propre fantasme elle-même d'avoir le phallus qui la complète elle aussi. C'est normal, il n'y a rien de pathologique là-dedans, hein. Et Lacan voit ça comme ça, mais ça revient un peu à ce que disait Freud, d'une certaine façon, hein. Alors, ce que Lacan rajoute, c'est que l'interdit de l'inceste déloge l'enfant de cette position. Et oui, hein, il est pris avec sa mère. Il est pris avec sa mère comme objet phallique, dans une espèce de totalité, comme ça, hein, enfermé dans un cercle, là, comme ça. Et la loi paternelle, la loi du père, ce que Lacan appelle le nom du père, mais peu importe, la loi du père va venir ici déloger le phallus, arracher le phallus, comme on arrache les pattes des cigales, arracher le phallus à la mère, et donc créer la castration et le complexe de castration qui s'ensuit de manière normale, à condition que la loi du père opère, hein. Elle n'opère pas toujours. Mais il n'est pas absolument nécessaire que les familles soient idéales et qu'il y ait un papa, une maman, des enfants, que tout le monde ça marche bien, etc. La fonction paternelle peut être opérée par quelqu'un d'autre que le père, hein. Ça peut être un tuteur, ça peut être un oncle, ça peut être tout ce que vous voulez. Et voilà, ça peut être un grand frère, etc., qui viendrait au secours d'un père absent ou défaillant et qui viendrait opérer cet arrachement-là de l'enfant des bras de sa mère comme objet phallique et objet de complétude, l'un pour l'autre, vice-versa. Donc c'est ça qu'il dit Lacan, hein, je répète la phrase, l'interdit de l'inceste déloge l'enfant de cette position. C'est le fait du père symbolique, c'est le fait de la loi. Et c'est la castration, c'est le renoncement à être le phallus, renoncer à l'avoir et renoncer à l'être. Et le phallus apparaît comme détaché du corps, c'est un signifiant. Et il dit, c'est comme la livre de chair. Vous vous souvenez de la livre de chair de Shakespeare, hein, du Marchand de Venise, je vous en ai parlé longuement la dernière fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus, sur la pièce de Shakespeare. Mais la livre de chair dans Shakespeare apparaît comme un objet A, puisqu'on ne peut pas l'attraper. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez que quand le marchand de Venise réclame la livre de chair à celui qui a une dette envers lui, hein, Antonio, qui a une dette envers lui, eh bien, il ne peut pas l'avoir, l'usurier, celui qui a prêté. Comment il s'appelle déjà? Shylock, merci. Shylock ne peut pas l'obtenir parce qu'il y a là une jeune femme amoureuse d'un habit d'Antonio, ça c'est compliqué, vous vous rappelez, hein, qui est déguisée en avocate et qui dit au doge de Venise, puisque c'est le doge qui juge tout ça, qui doge de Venise, mais on ne peut pas arracher
une livre de chair à ce pauvre Antonio puisqu'il n'a pas rendu sa dette, parce que dans le contrat, il n'est pas dit qu'il n'y aurait pas de sang. Or, il y aura du sang si on lui arrache un morceau de fesse, il y aura du sang. Hein. Et d'autre part, il était dit aussi, il n'est pas dit dans le contrat que l'endroit où on va arracher la livre de chair. Ce n'est pas dit dans le contrat. Donc, est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est une fesse? On ne sait pas. Donc, on ne peut pas l'enlever. Et donc, du coup, cette livre de chair est un objet qui est complètement détaché du corps et auquel on n'a pas accès. Vous savez, l'objet je vous l'ai répété 1000 fois, on n'y a pas accès. On sait qu'il a une place, mais il n'est pas là. Hein. Et donc, la livre de chair, c'est pour ça que Lacan, il en reparle dans ce chapitre-là, hein, à propos du Marchand de Venise de Shakespeare. La pièce que moi, je vous avais dit avoir vue dans une version folklorique modernisée dans la Maison de la Culture de Venise, non, pas de Venise, de la Culture de Bourges, hein, Maison de la Culture qui a été rénovée, d'ailleurs, qui n'est pas terrible maintenant, la nouvelle, qui a moins de prestige que l'ancienne Maison de la Culture. Et je l'avais vue dans une version modernisée plutôt curieuse, hein, plutôt rock'n'roll, mais bon, je l'avais regardé quand même, je l'avais regardé en entier. Donc le phallus apparaît comme détaché du corps, voilà, symboliquement perdu, la livre de chair, dit Lacan. Voilà. Alors la castration ne porte pas sur le sujet, mais sur le grand hôte. La castration porte sur le grand hôte. Ben oui, parce que vous savez ça déjà, vous savez déjà beaucoup de choses, vous savez. Ne soyez pas peureux par rapport à votre savoir, parce que vous savez beaucoup de choses déjà. Et donc l'autre, je vous ai dit que c'était le registre symbolique, c'est le symbolique, hein. L'autre c'est le symbolique, c'est le trésor des signifiants. Mais l'autre, comme tel, c'est-à-dire dans son infinitude signifiante, eh bien on n'y a pas accès, évidemment. Je vous avais répété cette image 100 000 fois dite par Lacan, on ne peut pas en faire une brassée, vous vous souvenez? On ne peut pas en faire une brassée. Bon voilà, on ne peut pas en faire une brassée du symbolique, ce n'est pas possible. Et donc, cet autre-là, eh bien, quand il n'est pas, si vous voulez, quand il n'est pas barré, parce que comme on n'y a pas accès, Lacan l'écrit A barré, avec une espèce de diagonale comme ça qui le barre, pour montrer que le sujet n'y a pas accès. Hein, que c'est même angoissant éventuellement, hein, que c'est même angoissant de ne pas y avoir. Mais l'autre, avec l'autre dans sa plénitude, eh bien l'objet petit a, il est là, il y est dans l'autre avec sa plénitude, forcément, puisque le symbolique, c'est tous les symboles, y compris l'objet petit a, hein, y compris l'objet petit a. Et donc, l'objet petit a, ben, qu'est-ce qui se passe normalement dans la castration? C'est que l'objet petit a, il choit, il y a une chute de l'objet petit a, et donc il va falloir accepter l'autre comme incomplet, l'autre incomplet. À qui il manque quoi? L'objet A. Mais heureusement, puisque l'objet manquant, c'est cela qui cause notre désir. Hein? Donc, faites bien attention à cela. Hein? J'ai même vu un lacanien de l'école de la cause freudienne qui écrivait sur Internet l'objet petit a est l'objet du désir. Ben non, pas du tout. L'objet petit a, c'est l'objet cause du désir. Ce n'est pas la même chose. Hein? C'est pas l'objet qui. Le désir ne vise pas l'objet petit a. C'est ce qui cause. C'est une espèce de. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais un opérateur, si vous voulez, qui fait que le désir peut s'accomplir, enfin, plus ou moins s'accomplir. Il rate, mais enfin, il se met en mouvement, en tout cas, le désir. Hein. Et, parce que l'objet petit a, n'est pas là. Et donc, vous courez après, et courir après l'objet petit a, c'est désirer. Voilà, tout simplement. Hein. Et c'est grâce à l'opération symbolique de la castration, par l'opération de la loi paternelle, que vous allez pouvoir désirer, si tout fonctionne bien chez vous. Que vous allez pouvoir désirer. Après, vous avez des désillusions dans le désir, hein, bien entendu. Ça, on en parlera si on a le temps. Mais en fait, ça se présente comme ça quand même. Alors, alors oui, évidemment, ce que dit Lacan, c'est que, je vais un peu effacer parce que ça devient un peu brouillon là quand même. Il dit que c'est une opération, ça, si vous voulez, la chute de A, la chute de l'objet petit a, du grand autre, ici,
C'est une opération nécessaire, salutaire. C'est le phénomène de la castration qui nous ramène à nos chères études, si je puis dire. Et puis, mais si ça ne se passe pas trop bien, eh bien c'est la source, dit Lacan, de toutes les névroses. Qu'elles soient phobiques, qu'elles soient obsessionnelles, qu'elles soient hystériques, si vous voulez. C'est Lacan qui le dit ça, hein, dans le chapitre là. Ça peut paraître simpliste, mais ça n'est pas tant que ça, hein, non. Hein. Si ce mode opératoire-là ne se passe pas correctement, dans le phénomène de la castration, c'est-à-dire si on n'accepte pas que le monde, on n'y ait accès que partiellement, parce que c'est ça finalement, le grand autre, c'est le monde, hein, au sens infini du terme. Ce n'est même pas l'univers, hein, le monde c'est plus parlant à la limite, hein, d'une certaine façon. Eh bien, si on n'accepte pas que le monde soit amputé de quelque chose du fait qu'on n'y ait pas accès dans sa totalité, eh bien, on est névrosé. Et comme nous sommes tous névrosés, ça veut dire que nous ne réussissons pas tous si bien que ça notre complexe de castration. Voilà. On est tous un peu embourbés dedans, plus ou moins. Tous, autant que nous sommes. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Pardon. Oui ? Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît ? Sinon, on n'entendra pas votre intervention. Je voudrais savoir la différence entre le A barré, celui auquel on n'a pas accès, et le petit A qui, justement, lui aussi est perdu, on n'y a pas accès. Non, le A barré, c'est justement celui auquel on a accès. C'est le A non barré auquel on n'a pas accès. Le A, c'est le grand autre, c'est tous les signifiants, c'est tous les symboles. Hein. C'est ça la définition lacanienne du grand autre. Hein. C'est l'ordre symbolique. Donc c'est une espèce de chaîne infinie qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Hein. Ça, c'est le grand autre. On n'y a pas accès. Donc ce à quoi on n'a pas accès, c'est ça, c'est A. Mais comme on est quand même confronté à la chaîne symbolique, puisqu'on est prise dedans, on est pris dedans. Vous êtes prise dans la chaîne symbolique, moi aussi. Hein. On ne peut pas y échapper à ça, c'est impossible. Hein. Nous sommes des signifiants aussi. Et nous sommes aussi des significations. On est pris dans cette chaîne. Donc on est confronté à A. Mais comme il n'est pas accessible dans sa totalité, eh bien on l'écrit S de A barré. Là, justement, on y a accès comme ça. Vous voyez ? Vous voyez ? Hein ? Mais le A barré, c'est quoi ? Eh bien c'est l'autre ici, duquel a chuté l'objet petit a. L'objet petit a, qui s'il n'était pas possible de l'enlever de l'autre, eh bien, on n'aurait jamais accès à l'autre. On ne pourrait pas, puisque c'est une totalité absolument insaisissable. Vous comprenez ? Elle est totalement insaisissable. Donc il est nécessaire qu'il y en ait un morceau qui se détache, qui tombe par terre, qui tombe dans les dessous, comme dit Lacan, hein, pour que le sujet puisse s'y confronter. D'ailleurs, votre question me fait penser à quelque chose. Il dit Lacan, l'autre, ça ne présente aucune assurance. Ça ne présente aucune assurance. Il n'y a pas d'autre de l'autre. Vous voyez, elle est connue cette phrase de Lacan. Hein, il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est-à-dire que si vous cherchez un autre de secours, comme une roue de secours pour une voiture qui a crevé, hein, vous pourriez penser que par exemple le A il a crevé. Ben, vous dites c'est pas grave, je vais prendre un grand autre tout neuf au garage. Eh bien non, Lacan dit il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est ça, hein, voilà, c'est la phrase célèbre de Lacan, il n'y a pas d'autre de l'autre. Hein. Alors il y a des gens qui vont vous faire 3000 pages sur il n'y a pas d'autre de l'autre, où vous ne comprenez pas une ligne, alors qu'en fait c'est simple comme concept, hein, il n'y a pas d'autre de l'autre. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de c'est pas une assurance vie quoi, l'autre. Il n'y a pas d'assurance vie pour l'autre. Hein. C'est pas un garant quoi. Hein. On va quand même tous mourir malgré le fait qu'il y ait un grand autre et qu'il y ait une chaîne symbolique. Elle va nous emporter dans sa danse infernale. Donc ça, j'en ai fini avec la castration, vous voyez que j'ai un peu torché quand même. Hein. Mais bon, je suis bien obligé de faire comme ça, parce que si je ne fais pas comme ça, si je reste comme Lacan le fait, comme Freud le fait aussi, c'est normal qu'ils aient fait comme ça, eux. C'était eux les créateurs, pas moi. Et donc, il faudrait des années, quoi, enfin des mois pour rester sur la castration, un mois pour rester sur la castration, un mois sur la jouissance, etc. Donc on n'en sort pas. Hein, on n'en sort pas. Donc je suis obligé de raccourcir, mais je le répète, j'essaye d'être le moins possible trivial et le moins possible
flagorneurs ou, je veux dire, détourneurs, si le mot n'existe pas, mais détourneurs du texte lacanien, parce que ça ne serait pas bien, hein, ça serait pas poli par rapport à Lacan que de détourner son texte et puis en faire une affaire personnelle. Non, 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 je ne fais pas comme ça. Dans ce que je vous dis, je reste fidèle au texte. Voilà, c'est ça qui est important. Et là, je ne vous ai pas raconté d'âneries sur le complexe de castration, sur le grand hôte, etc., et sur l'Édipe. Je voulais simplement rapporter quelques petites choses à ma pratique personnelle de pédopsychiatre, que je suis toujours. Donc c'est important, parce qu'avec le temps, on s'aperçoit que ce que l'on dit à certains enfants, ce que l'on dit aux enfants, est opérant. Et que certaines choses que l'on dit aux enfants n'est pas opérant. Voilà. Et donc, avec le temps, on fait une espèce de tri de ce qui est opérant et de ce qui n'est pas opérant, et on finit par être thérapeute d'enfants. Je ne dis pas qu'on réussit à tous les coups, non, bien sûr que non. Mais on réussit souvent avec le temps qui avance, avec l'expérience, etc. Avec aussi cette idée qu'il ne faut pas avoir peur de parler aux enfants. Moi, j'ai eu beaucoup de stagiaires dans ma vie, de stagiaires psychologues notamment, et je voyais bien que quand je voyais des enfants, ils n'osaient pas leur parler. Ils ne savaient pas comment leur parler. C'était leur gros problème, quoi. Hein. Et parce que ce n'est pas simple de parler aux enfants petits. Ce n'est pas facile. Ils font peur. Ils font peur comme les gens très âgés, peut-être. Vous voyez, c'est un peu les deux extrêmes qui peuvent un peu effaroucher et rendre timides. En fait, les enfants, face aux enfants petits, dans la dialectique, on est timide. On est intimidé. Et donc, parce qu'on ne sait pas comment leur dire les choses. Et donc, il faut perdre cette timidité-là, il faut se désinhiber un peu, et puis s'adresser à eux. C'est ce que faisait Françoise Dolto. Hein. Françoise Dolto, elle parlait cash aux enfants. Hein. Elle parlait cash aux enfants, elle leur parlait un langage, je dirais presque d'adulte, avec des mots quand même très, très choisis, avec une finesse particulière. Et elle était très opérante, elle aussi, dans sa manière de faire. Il n'y avait pas qu'elle. Hein. Winnicott était un peu comme ça aussi. Hein. Il y en a eu pas mal il y en a pas mal qui travaillent comme ça encore actuellement. Mais il y en a qui travaillent de manière complètement indirecte. Alors ça, moi, je ne comprends pas. Hein. Par des méthodes totalement indirectes qui retombent sur l'enfant, ça lui retombe comme un grêlon lui tombe sur la tête. Et voilà. Enfin bon, ça, chacun fait comme il peut. Hein. Pardon ? J'ai pas compris la question. Je m'excuse, mais je suis un peu sourdingue. C'était juste est-ce que vous avez des exemples de ce que vous appelez des méthodes indirectes comme ça qui ne seraient pas opérantes pour le coup avec les enfants? Oh ben moi, je vais être franc avec vous, c'est les TCC ou les choses comme ça. Je ne les blâme pas. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui font bien avec les TCC. Hein, je ne veux pas faire une critique délatoire et puis définitive là-dessus. Non, non, non. Je pense que d'ailleurs, il y a des gens qui réclament à être soignés par des TCC. Et je ne leur dis pas non, n'y allez pas, etc. Je leur dis non, si c'est votre choix, allez-y. Hein, trouvez quelqu'un de bien et allez-y. Mais personnellement, je n'opère pas comme ça. Voilà. Hein, je n'opère pas comme ça. Et je trouve que c'est des méthodes qui sont parfois bien tourmentées, bien trop indirectes par rapport au fait qu'on peut parler franchement à l'enfant en le regardant dans les yeux et avoir des résultats. Voilà, c'est tout. Hein. Après, je ne dis pas que les TCC n'en ont pas des résultats. Ils en ont sûrement aussi. Mais bon, ce n'est pas ma manière de faire. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous répondre. Mais c'est une bonne question parce que c'est une question qui est... On entend bien que ce n'est pas pour juger ou comme... Non, c'est ça, absolument pas. Oui, c'est ça. Non, il ne s'agit pas de juger. Non. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur qui que ce soit, ces méthodes, etc. Comme la méthode avec les yeux, vous savez, le MDR, vous savez, le MDR. Bon, c'est particulier, moi, je n'adhère pas à ça non plus. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est pas mon truc, je suis d'une époque, moi. Hein. Voilà. Hein. Donc, alors, on va aborder très rapidement la question de la jouissance. Hein. Après avoir abordé la question de la castration, on va aborder la question de la jouissance. Alors, bien sûr, en termes classiques, la jouissance, c'est la satisfaction d'un désir sexuel, etc., ou c'est l'usage d'un bien en propre, quoi, l'usage d'un bien. Mais ça, ce sont les définitions presque du dictionnaire Larousse, quoi, d'une certaine façon. Hein. Et en fait, c'est les différents rapports à la satisfaction pour un objet désiré.
Alors, évidemment, ce que dit Lacan, parce que je vais surtout aller du côté de Lacan, là, cette fois, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Parce que la jouissance, en fait, Freud n'en a pas tellement parlé. Il y a un texte de Freud qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir ». Ça traite quand même un peu de la jouissance, hein, puisque la jouissance, finalement, dans sa conception, dans son acception analytique, c'est quand même un au-delà du plaisir. C'est quand même au-delà du plaisir qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, si tant est que le plaisir puisse être ordinaire. Donc voilà, hein. C'est un au-delà. Et c'est un au-delà un peu méconnu, un peu inconnu, un peu dangereux, un peu anxiogène, hein, cette histoire de jouissance. Et Lacan dit que c'est tout à fait différent du plaisir qui abaisse la tension, T-E-N-S-I-O-N, de l'appareil psychique au niveau le plus bas. Oui, parce que c'est ce que disait Freud, ça. Hein. C'est ce que disait Freud. Il disait, dans le fond, ce que l'on recherche tout le temps, c'est d'abaisser la tension de nos angoisses au niveau le plus bas. Et le niveau le plus bas, ce serait quoi? Ce serait la mort, tout simplement, hein, jusqu'à la mort. Alors là, effectivement, on est zen. Hein. Il n'y a pas de problème, quand on est mort, on est zen. Mais enfin, c'est le mécanisme qui est intéressant à retenir, c'est qu'on cherche toujours ça. Et Lacan a une phrase extraordinaire à propos de la mort et de la vie. Il a dit ceci, la vie ne songe qu'à mourir. Non, c'est pas ça. La vie ne songe qu'à se reposer le plus possible, la vie ne songe qu'à mourir. C'est une phrase de Lacan, ça, que moi je trouve absolument extraordinaire. Je vais vous l'écrire. Ça rejoint ce que dit Freud un peu. Hein. Je ne sais plus dans quel séminaire il dit ça, mais il le dit exactement comme ça. La vie ne songe qu'à se reposer le plus possible. La vie ne songe qu'à mourir. Alors, je ne vais pas vous la commenter, ça ne sert à rien que je vous la commente, parce que vous avez toute l'intelligence requise pour l'entendre et la ressentir en vous par sa puissance. Elle est très puissante, cette phrase-là. Elle est très belle en même temps. Donc, je vous la laisse sans commentaire hein, particulier. Mais, sauf pour dire que ça rejoint un petit peu quand même la thématique freudienne de l'abaissement de la tension à son niveau le plus minimal. Hein, cette recherche perpétuelle de cet abaissement de la tension psychique. Et donc, la jouissance, par rapport au fait qu'on n'y a pas vraiment accès, quoi, hein, puisque c'est un au-delà du plaisir, hein, on n'y a pas vraiment accès, et ce que l'on recherche plutôt, c'est le sens, dit Lacan. Voilà. On recherche plutôt un sens que la jouissance. Et c'est pour ça qu'il l'avait écrit comme ça, Lacan. Il avait écrit « jouit » et plus loin « sens ». Voilà, « jouit, sens ». Lacan l'écrivait comme ça. C'est plutôt malin. Hein. C'est plutôt malin. Il avait des espèces de néologismes comme ça, un peu fulgurants. « Jouissance ». Hein. Et dans le... Pourquoi dit-il ça? Eh bien parce que dans le désir, quand vous désirez, en termes analytiques, vous visez quoi? Est-ce que vous visez la satisfaction d'un besoin? Non. Vous ne visez pas la satisfaction d'un besoin, donc vous ne visez pas un objet. Au sens psychanalytique du terme, le désir n'a pas d'objet, mais il a du sens. C'est pour ça que Lacan il parle de la jouissance. Et il dit de la jouissance qu'on n'y a pas accès, et il dit parce qu'elle est interdite. Alors il écrit ça comme ça, inter et dite, du verbe dire. Elle est interdite, la jouissance. Vous voyez, c'est plutôt amusant, ça. Hein? Il est folklore, Lacan. Et puis, il est intelligent. Parce qu'il faut quand même trouver ça. Hein? Jouissance est interdite. Pourquoi dit-il qu'elle est interdite? Voilà. Pourquoi dit-il ça? Parce que c'est précis, hein? Ce n'est pas pour rien qu'il dit ça. Ce n'est pas simplement pour faire des jeux de mots. Hein? Le jouissant, je vous l'ai expliqué, hein, c'est que le désir n'ayant pas d'objet, ou bien le ratant toujours, parce que si vous visez l'objet petit a, par exemple, vous êtes sûr de le rater puisqu'il n'est pas là. Hein?
Donc, c'est de la jouir. Vous recherchez un sens un sens éventuellement fantasmatique, pervers, fantasmatique, névrotique, tout ce que vous voulez. Vous pouvez chercher ou tout autre sens qui vous plairait. Voilà. Et donc, oui, alors, il dit ça pour ceci. C'est que je vous ai parlé de l'autre avec un grand A comme étant le lieu de tous les symboles. Donc quelque chose qui ne nous est pas accessible. C'est un rapport avec la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Hein. Ça ne nous est pas accessible, l'autre n'est pas accessible. Voilà. Et donc, du coup, comme l'autre n'est pas accessible, eh bien, il y a une notion d'incomplétude. Mais ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il y a une notion, c'est le sujet, il y a une notion permanente d'incomplétude. Mais cet autre-là, c'est-à-dire la chaîne signifiante, c'est une chaîne. Hein. Une chaîne, il y a des maillons, et voilà, et tous les symboles se suivent comme ça, un les uns, S1, S2, S3, S4, S à l'infini d'un côté, à l'infini de l'autre côté. Voilà. Et cette chaîne signifiante, vous êtes prise dedans. Vous êtes prise dedans. Vous êtes dedans. Vous, le sujet, vous êtes là. Pendant que vous êtes vivant, hein, vous êtes dedans. Et même quand vous êtes mort, vous êtes encore dedans. Hein. Pendant que vous êtes vivant, vous êtes dedans. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est très important. C'est peut-être le plus important de tout le chapitre. Ça veut dire que vous êtes pris dans le langage. Voilà. Ça, c'est lacanien. Alors là, c'est du 1000% lacanien. Hein. Ça, c'est pas freudien. Hein. Vous êtes pris dans le langage. Puisque vous êtes pris dans la chaîne symbolique. C'est comme un train, hein, vous êtes une sorte de wagon, là, vous êtes pris, c'est pas une très bonne métaphore, mais enfin bon, un peu lourde, mais bon, celle qui me vient comme ça. Et donc, vous êtes pris comme un wagon qui est pris dans un train symbolique, quoi, hein, et vous êtes un maillon, tout simplement, vous êtes entraîné, et vous faites partie du langage du train, si vous voulez, quoi. Hein. Vous faites partie du langage du train, et là, vous faites partie du langage symbolique. Et donc, du coup, Lacan dit que ce langage-là, ben, c'est comme une texture, c'est comme un tissu, si vous voulez, c'est comme un tissu. Vous êtes pris dans une texture, comme un fil pris dans un pull. Vous êtes pris là-dedans. Hein. Vous êtes un fil pris dans une texture de lainage, par exemple. Hein. Et vous faites partie de ce lainage. Vous êtes pris dans le langage. Vous êtes pris dans le langage. Et donc, du coup, comme vous êtes pris dans le langage, eh bien, vous avez affaire à l'autre tout le temps, mais comme impossible. Mais vous êtes des êtres de langage. C'est ce que Lacan appelle les par-lettres. Il fait encore un jeu de mots, là. Hein. Les par-lettres. Vous êtes des êtres de langage parce que vous êtes pris dans le grand autre. Ça, il faut vraiment le comprendre, parce que ça, c'est le cœur des théories lacaniennes, hein, ça quand même, hein, cette histoire d'être... Et donc, on est loin de Freud, là. Hein. On n'est plus chez Freud du tout, là. On n'est plus chez Freud du tout. Hein. Parce qu'il dit, Lacan, le désir, c'est du langage. Le désir, c'est du langage. La jouissance, c'est du langage. Alors, les gens, ils ne comprennent pas, c'est du langage. Mais pourquoi, la jouissance? Qu'est-ce que ça a à voir avec les mots, avec les phrases, etc. Eh bien, si, c'est parce que la jouissance, le désir, etc. Et vous-même, vous êtes pris dans cette chaîne signifiante qui n'est faite que de langage, qui est un discours infini fait des symboles, ce que Lacan appelle aussi le trésor des signifiants, puisque le grand autre, il l'appelle aussi le trésor des signifiants. Hein, voilà. Donc, mais ça, vous comprendrez, vous verrez. Lacan disait aux gens qui ne comprenaient pas, il leur disait toujours, c'est pas grave, vous comprendrez après. Et c'est vrai, Lacan, il y a un phénomène de ressort qui se produit toujours avec Lacan, c'est qu'il y a des trucs qu'on ne pige pas tout de suite, et puis après, d'un coup, on se dit « Ah merde, mais oui, c'est vrai ». C'est une particularité lacanienne, ça, quand même, hein, parce que sa conceptualisation, elle est toujours assez quand même, éthérée, sublimée, et donc, voilà, elle n'est pas toujours facilement accessible, quoi. Mais nous sommes des êtres de langage, parce que nous naviguons dans un océan de symboles,
Et donc nous sommes dans la texture même du langage. Nous sommes des par-lettres. Nous sommes des par-lettres. Et c'est pour ça que la jouissance, elle est interdite. Vous voyez, c'est pour ça que le mot là, interdite, que j'ai écrit je ne sais plus où, eh bien, ça prend tout son sens. Hein, interdite. Dans la chaîne, vous êtes inter et vous êtes dit. Vous êtes parlé dans la chaîne. Vous êtes parlé par tous les symboles qui vous entourent. Vous êtes parlé. Vous êtes un sujet parlé. Vous n'êtes pas seulement un sujet parlant, vous êtes un sujet parlé. Du fait d'être pris dans la texture des mots, des symboles. Vous voyez? Donc ce n'est pas si compliqué, Lacan. Mais il faut, bien sûr, oser un peu, pas la simplification, mais la concision, un peu, quoi. La concision et pas s'embarquer sur des centaines d'encyclopédies sur le grand autre, parce qu'il y en a. Hein. Si vous allez sur Internet sur le grand autre, vous allez voir. Hein. Vous pouvez passer votre vie hein, si ça vous amuse. Hein. Mais bon, ce n'est pas vraiment utile. Hein. Ce n'est pas utile. Alors, il dit Lacan, la jouissance, vous allez comprendre maintenant ce qu'il dit là, hein, la jouissance intriquée au langage est marquée par le manque et non par la plénitude de l'être. Eh oui, et non par la plénitude de l'être. Elle est marquée par le manque, puisque l'autre, on est pris dedans, mais on n'y a pas accès dans sa totalité. Bien que pris dedans, on n'y a pas accès dans sa totalité. Pardon ? Pour illustrer, pour enseigner le paraître, Henri disait tout le temps, il aimait bien raconter ça tout le temps, que quand on est dans le désert et qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, pas bu depuis longtemps, on va mourir de faim et de soif, on pense à un beefsteak frit. Alors lui, il dit, moi, je penserais à un beefsteak frit. Il dit, on ne peut pas penser autrement qu'avec des mots, et les mots de la culture à laquelle on appartient. Et donc, il disait, parce qu'il aimait beaucoup les beefsteak frites, et il disait, quand j'ai très faim, mais même si je ne suis pas dans le désert, je ne peux pas juste avoir faim. Voilà, exactement. Je pense à des beefsteak frites. Eh bien, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est magnifique comme exemple, ça ne m'étonne pas d'Henri, qui était quand même quelqu'un de très brillant, et qui nous a quittés malheureusement. Et Jean-Henri de Laborde, avec qui Lise Guignard a beaucoup travaillé avec lui. Et donc, sur le plan conceptuel, sur l'Inceste, je crois, hein, c'est ça, il y avait un groupe sur l'Inceste, hein, c'est ça? À Laborde, ouais. Et donc, bah oui, c'est un très bel exemple, ça. Hein. Il parle, c'est le cas de le dire, il parle celui-là, hein, comme ça, dit comme ça. Voilà, hein, le steak frites. Parce que le steak frites, il est dans la chaîne signifiante, effectivement. Hein. Donc, autant le choper, même s'il n'est pas là. Autant le choper. Hein. Il n'y a pas de raison. Oui. Alors, et puis il rajoute ceci, mais ça c'est une grande phrase de Lacan, mais on va pas la développer aujourd'hui, mais il dit « Il n'y a pas de rapport sexuel parce que la jouissance de l'autre, pris comme corps, est toujours inadéquate. » Oui, parce que l'autre, ce n'est pas un corps. L'autre avec un A majuscule, ce n'est pas un corps, c'est une texture de langage. Et donc, si comme Hegel, on prend l'autre comme un corps, ça ne fonctionne pas. Hein. Et donc, si on veut faire l'amour avec l'au grand autre, ça ne va pas fonctionner. On va être déçu, on va tomber de haut, hein. On va tomber de très haut, et on va devenir mélancolique. Parce que l'autre, il n'en a rien à faire de nous, d'une certaine façon. Hein. Donc voilà, alors voilà, on a parlé de la jouissance, ça avance, est-ce que... Oh là là, oui, c'est vrai que... Il faut que je vous dise quelques petits mots sur l'amour maintenant, hein, pour pouvoir arriver aux aphorismes rapidement. L'amour, alors... chez Freud, je ne vais pas vous en dire des tonnes non plus, mais Freud avait essentiellement dit que l'amour était un affect qui avait cette particularité de pouvoir s'inverser. C'est-à-dire qu'on pouvait aimer, mais on pouvait haïr, et que c'était à peu près la même chose. Voilà. Alors, ça vous paraît peut-être simpliste, mais ça résume quand même un peu l'approche freudienne de cette histoire de l'amour. Et il disait aussi que l'amour, c'était essentiellement narcissique et que ça obéissait à une pulsion d'autoconservation.
C'est-à-dire qu'on aimait l'autre pour se conserver soi-même, finalement. Hein, vous voyez, pour pouvoir s'auto-conserver. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas oblatif dans l'amour, qui n'est pas nécessairement oblatif. Il y a quelque chose qui même, alors, au contraire de l'oblativité, renvoie essentiellement à soi-même. Ça, c'est ce que dit Freud. Et il dit, le plus souvent, le sujet aime l'autre en tant qu'il est fait à son image, en tant qu'il renvoie de lui-même une image favorable. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Ça, c'est Freud qui dit ça. Bon, c'est facile à comprendre, ça, c'est simple. Hein. Et Lacan, lui, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit des choses un peu semblables quand même. Il dit, dans le stade du miroir, le sujet considère l'image où il a pu se constituer comme une totalité. Et c'est aussi très narcissique. Donc, il dit à peu près la même chose que Freud. Et ce que le sujet aime dans l'autre, c'est lui-même. Oui, ce que le sujet aime dans l'autre, c'est lui-même. Dans le stade du miroir, vous allez construire vous-même dans l'image de l'autre. Mais vous allez vous construire de manière à ce que l'image que l'autre vous renvoie une image sympathique de vous-même. Hein? Et pourquoi pas une image de totalité, tant qu'à faire? Après tout, il ne faut pas se gêner. Hein? Pourquoi pas une image de totalité? Oui, on peut fantasmer sur l'autre comme ça. Et donc, du coup, l'autre va nous décevoir, parce que ça ne va pas fonctionner. Et on va peut-être se décevoir soi-même et sombrer dans la dépression aussi. Ça peut donner tout un tas de choses de cet ordre-là. Alors, Lacan, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Lacan dit « L'amour comme le désir ne vise aucun objet concret. » Hein? On est surpris un peu quand on entend ça, hein, parce qu'on dit toujours bah, « je désire un steak frites », et ça, et voilà. Et il dit là, Lacan, ben non, l'amour comme le désir ne vise aucun objet concret, mais jamais, jamais. Y compris l'objet A, l'objet perdu, puisque l'objet A, eh bien on le rate, si vous voulez, on le rate. Si on met le désir ici, je ne parle pas de la demande, hein, mais si on met le désir ici, puisqu'il aurait fallu que je parle de la demande, mais je n'ai pas le temps. Si on parle du désir ici comme cela, eh bien qu'est-ce qu'il va faire le désir? Il va contourner l'objet A, mais il ne va pas l'attraper. C'est impossible. Mais pourquoi? Parce que l'objet A, il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc vous n'allez pas attraper quelque chose qui n'est pas là. Hein? Donc vous ne pouvez pas l'attraper. Donc le désir manque sa cible, et il n'a pas d'objet. Il n'a pas d'objet. Alors c'est pour ça que Lacan dit, le pervers, ou bien même simplement les gens qui ont des fantasmes, eh bien peuvent mettre le fantasme à la place de l'objet. Ils peuvent mettre le fétiche, par exemple, ici, à la place de l'objet A. Et se faire des films. Mettre le fétiche à la place du A et se faire des films, se le projeter sur un écran. Se projeter le fétiche sur un écran en manière d'objet A. Mais ce n'est pas l'objet A. C'est quand même raté. C'est quand même manqué. Et donc, comme c'est manqué, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la répétition. Voilà, ça c'est un concept analytique essentiel, la répétition. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais vous comprenez un peu le mécanisme de la répétition. C'est que, comme le désir manque toujours l'objet, eh bien, on est obligé de répéter. Parce qu'on cherche toujours à l'attraper quand même. On ne renonce pas. Donc on cherche à l'attraper. Alors, il dit, Lacan, nous aimons dans le manque chez l'autre. Nous aimons dans le manque chez l'autre. Ben oui, vous vous souvenez de cette, je l'ai déjà dit ici, souvenez, très connue phrase de Lacan concernant l'amour. Hein, l'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Hein, l'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est bien parce que l'objet petit a, le premier sujet, si vous voulez, s'il y a un premier sujet ici qui dit qu'il va aimer un deuxième sujet ici, il dit ça, amour, là, amour. Mais ça ne va pas fonctionner parce que en s'approchant du sujet, du deuxième sujet dont il est amoureux, il va s'apercevoir que l'objet petit a, il ne l'a pas. Donc, il ne va pas en vouloir finalement de ce sujet 2. Et il ne va pas vouloir que ce sujet 2 veuille de lui, puisqu'il se dit il est carencé, ce deuxième sujet. Il est carencé, il ne l'a pas non plus. Donc moi, j'en veux pas non plus. Hein? L'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas.
donner à quelqu'un qui n'en veut pas, parce que le S2, il ne va pas vouloir du S1 qui n'a pas le A. Il ne va pas en vouloir, et réciproquement. Vous voyez? Donc, l'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Ça peut paraître curieux comme formulation, hein? Mais elle est connue, cette phrase de Lacan aussi. Elle est internationalement connue. Tout le monde la connaît dans le monde entier, hein, cette phrase de Lacan. Elle a été prise et reprise. Alors là, sur tous les médias, elle est archi célèbre, cette phrase. Hein. L'amour, c'est donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Mais on peut la comprendre simplement comme ça. Il y a des gens qui la développent à l'infini aussi, hein, de manière très conceptuelle et abstraite et de manière très complexe, mais on n'est pas obligé. Comme ça, c'est bien. Hein. Comme ça va. Hein. C'est tout à fait correct. Hein. Tout à fait correct. Et d'ailleurs, Lacan disait un truc qui était assez bizarre aussi. Il disait l'amour est toujours réciproque. Alors, il y avait tous les cocus du coin qui étaient bien contents. Ils disaient c'est super, ça, l'amour est toujours réciproque, etc. C'est génial. Si j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, ben, c'est pas vrai, elle m'aime quand même, ou il m'aime quand même, puisque l'amour est toujours. C'est Lacan qui l'a dit, l'amour est toujours réciproque. Mais il disait ça par rapport à ça. Il disait ça par rapport à ça. Effectivement, c'est toujours réciproque dans le manque, quoi. Hein? Ça manque des deux côtés, donc l'amour est toujours réciproque. L'amour est toujours réciproque. Donc on est un petit peu déçu de ce style de réciprocité. C'est pas exactement ce qu'on aurait voulu, mais bon, c'est pas grave. Lacan, il était marrant hein, quand même finalement comme mec. Il était assez drôle. Hein. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'humour. Hein. Il était intelligent, il avait beaucoup d'humour. Alors, il dit ceci, Lacan. Et ça, c'est intéressant quand même dans le soin aussi. Hein. Il dit « La demande incessante de l'enfant, les demandes incessantes de l'enfant ne visent pas un objet, mais un signe. » C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure dans ce que je vous ai donné comme exemple clinique. Hein. C'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. C'est un signe. Moi, quand je réponds aux enfants « Tu sais, ta maman ne peut plus s'occuper de toi comme elle le faisait autrefois, mais elle t'aime toujours autant, etc. » Et bien, dadi et patata, eh bien, c'est un signe que je leur envoie, un signal, un sens, hein, parce qu'eux aussi sont pris dans la texture du langage. Ils sont dans le textile du langage, hein, les enfants. Et donc, c'est pour ça que ça marche sur eux, le langage. Voilà, Donc, l'homme n'est pas réductible à un être. L'homme n'est pas un être réductible aux besoins. Ben non. Hein, c'est sûr. Hein. On ne peut pas se dire l'homme, c'est toujours un objet dont il a besoin d'un frigidaire, ben, il est content. Ben non. Hein. Et il y a même une phrase qui se trouve dans les psychoses. Hein. C'est dans le séminaire Les Psychoses. Il y a une phrase de Lacan qui est très connue aussi. Il dit il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive, soi-disant, au comble de ses vœux, car c'est précisément cela dont il ne voulait pas. Hein, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Je vous la répète. C'est dans le séminaire Les Psychoses qu'il dit ça. Qu'on fera peut-être d'ailleurs l'année prochaine, ce n'est pas exclu. On fera peut-être le fantasme ou les psychoses, je n'ai pas encore choisi vraiment. Et donc il dit ça, je répète, il n'y a rien de plus déçu qu'un homme qui arrive soi-disant au comble de ses vœux, car c'est précisément cela dont il ne voulait pas. Voilà. Et donc, si l'homme a désigné comme comble de ses vœux un objet, eh bien ça rate. Ça rate. S'il a défini son désir comme le manque et comme un besoin, eh bien, ça ne marche pas. Le besoin de manger, par exemple. On va se dire, on va faire un grand gueuleton, on va manger du homard, thermidor, et puis donc on va être rassasié, on va être content définitivement, on va être dans le bonheur, extatique pour toujours. Eh bien non, ça ne marche pas. Donc voilà, c'est ce qu'il veut dire. En gros, la demande passe par le langage. Il rajoute ça. Ben oui, la demande passe par le langage, hein. C'est exactement ce que racontait Lise tout à l'heure. Hein. C'est ça, tout à fait. Hein. Ça passe toujours par le langage. Hein. Et ça, il faut le comprendre parce que ça, je vous dis, je le répète encore à l'envi, c'est le trognon, ça, des thèses lacaniennes. Hein. Cette histoire de langage. Beaucoup de gens, pendant longtemps, n'ont pas compris ce qu'il voulait dire par langage. Hein. Les gens ne comprenaient pas. Hein. Quand Lacan parlait du discours et du langage, les gens ne comprenaient rien du tout. Tous les gens se demandaient, mais qu'est-ce que ça veut dire, le langage et le discours chez Lacan ? Et donc, il restait gros gens comme devant, quoi. Mais je pense qu'en l'expliquant comme ça, vous l'avez à peu près compris, et ce n'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais il est nécessaire de le comprendre, sinon on ne comprend pas Lacan. On ne comprend pas Lacan, ce qu'il veut dire par discours et langage. Hein. Ça, c'était pour l'amour. Alors, les aphorismes, j'aurais pas beaucoup de temps pour les aphorismes, c'est pas grave, hein, parce que je vous ai dit des choses quand même les plus importantes. Les aphorismes,
Ils sont où les aphorismes? Ils sont les aphorismes 1, 2, 3. Voilà, les aphorismes. Alors un aphorisme, par définition, vous savez, un aphorisme, c'est une formule très concise, mais c'est une formule qui a une qualité métonymique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle peut délivrer beaucoup plus de sens qu'on ne pourrait penser du fait de sa concision. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Elle est très ramassée, l'aphorisme est quelque chose de très ramassé, mais qui a des vertus signifiantes qui peuvent être très vastes, très grandes. Voilà, c'est ça un aphorisme. Hein. C'est ça un aphorisme. Et donc, pourquoi est-ce qu'il parle d'aphorisme, Lacan? Parce qu'il a égrené dans ce chapitre-là 4 ou 5 petites phrases très courtes qu'il appelle aphorismes sur l'amour. Hein. Et je vous en donne 1 ou 2 exemples comme ça, parce qu'on ne pourra pas aller au bout aujourd'hui, parce que j'avais autre chose à vous dire, mais je n'ai jamais le temps. Alors, il dit, un premier aphorisme qu'il cite, Lacan, il dit « L'angoisse fait le médium du désir à la jouissance. » L'angoisse fait le médium du désir à la jouissance. Alors, je vais effacer un peu le tableau. C'est un aphorisme lacanien, ça, par rapport à l'amour, par rapport à la jouissance. Donc, c'est une courte, effectivement, c'est une vocalise concise, courte, ramassée, mais qui en dit long. C'est ça un aphorisme. Hein. Donc, voilà. Donc je reprends mon petit aphorisme de Lacan. L'angoisse fait le médium du désir. L'angoisse fait le médium. Autrement dit, si vous voulez, je vous la traduis. L'angoisse est l'intermédiaire entre le désir et la jouissance. Voilà. Hein. Donc je vous l'écris comme ça. Comme ça, vous ne serez pas dérouté. Angoisse et jouissance. Voilà. Il arrive là en termes intermédiaires. L'angoisse arrive là en termes intermédiaires, nécessaires entre le désir et la jouissance. Pourquoi? Mais pour une raison très simple, hein, c'est que si vous prétendiez à la jouissance, ça voudrait dire que vous pourriez jouir de l'autre avec un A majuscule en totalité, que vous auriez la jouissance de tous les symboles. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc si vous tentez de vous approcher par le mouvement désirant, on peut l'appeler comme ça, hein, le mouvement désirant. Si vous tentez de vous approcher trop près du feu, si je puis dire, c'est-à-dire du grand autre, pour savoir si ça jouit du côté du grand autre, s'il y a un sens de la jouissance de la jouissance dans cette chaîne signifiante, eh bien, vous allez vous brûler les ailes parce que vous n'allez pas avoir de réponse. Le grand autre n'est pas un être. C'est ce que dit Lacan. Hein. Le grand autre n'est pas un sujet. Le grand autre n'est pas un sujet. Il ne va pas vous répondre. Vous allez le questionner dans votre mouvement désirant sur une éventuelle jouissance totale et ce grand autre ne va pas vous répondre. Et donc, vous allez être angoissé. Hein. Donc, l'angoisse est d'abord première du fait, le plus vous approchez de ce terme-là impossible, avec le réel lacanien ici, c'est-à-dire ce qui n'est pas nommé, eh bien, le plus vous approchez de ce terme impossible, le plus vous êtes angoissé. Donc l'angoisse est bien ici une espèce d'intermédiaire, mais c'est quand même un véhicule, c'est quand même un intermédiaire, c'est quand même une espèce de moteur, cette angoisse qui vous permet de vous approcher de ce qui serait votre jouissance fantasmatiquement totale, mais qui ne se résout pas, évidemment. Hein. Donc elle est bien coincée, l'angoisse, entre les deux, elle est nécessaire. Hein. Alors, il dit, il y a un autre petit aphorisme, je ne sais plus lequel. Celui-là, vous comprenez, non, à peu près, là, ce qu'il veut dire, hein, ça va? Oui, oui, c'est pas tellement compliqué, finalement, hein, non. Il dit, l'amour, ah oui, c'est ça, celui-là, c'est pas mal non plus. L'amour est la sublimation du désir. Alors, je vais vous l'écrire aussi. C'est un autre aphorisme de Lacan, un deuxième. L'amour est la sublimation du désir. Alors, je vais réécrire ce que j'ai écrit tout à l'heure. Le désir, angoisse, jouissance. Donc ça,
comme ça ne fonctionne pas, ici, il y a un arrêt. Il y a un arrêt anxieux, anxiogène. Eh bien, comme ça ne fonctionne pas, vous allez revenir en arrière, vous allez revenir à votre désir, avec une certaine forme de déception quand même, hein, voire de dépression. Mais vous n'allez avoir qu'une envie, c'est de repartir, mais avec le même échec à chaque fois, Donc, il y a un moyen, dit Lacan, c'est Lacan, c'est pas Freud qui dit ça, hein, il y a un moyen quand même de se véhiculer un peu, pas complètement, vers la jouissance, eh bien c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que l'amour est une sublimation, si vous voulez, du désir. L'amour est une sublimation du désir impossible. On est obligé de sublimer. Ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui nous est donné dans l'assiette, c'est que c'est une obligation. Vous n'avez pas le choix. Hein. Vous êtes obligé de sublimer votre désir pour atteindre un peu les confins de la jouissance, sans l'atteindre totalement, bien entendu. Heureusement, d'ailleurs, ce serait très dangereux. Et vous pouvez le faire grâce à l'amour. L'amour vous le permet, de manière imparfaite, bien sûr, mais ça vous le permet quand même. Donc c'est une sorte de véhicule que l'on peut prendre pour aller jusqu'à un certain point de la visée de la jouissance. Hein, voilà. C'est ce que dit Lacan dans ce petit aphorisme-là, l'amour est la sublimation du désir. Le désir ne pouvant trouver son objet A, l'amour sublimant le mouvement désirant le permet cette quête irrésolue, insolvable. Permet cette quête irrésolue, insolvable. C'est ça. L'amour permet cette quête irrésolue, insolvable. Donc l'amour, ce n'est pas quelque chose d'idiot. Ce n'est pas quelque chose d'imbécile. C'est quelque chose qui nous meut hein, vers un terme qui serait fantasmatiquement la jouissance, parce que nous avons pu sublimer nos désirs. Nous avons pu éthérer d'une certaine façon nos désirs, nous avons pu gazéifier nos désirs. Parce que la sublimation en chimie, finalement, c'est ça, c'est rendre gazeux quelque chose, hein, la sublimation. Rendre gazeux un corps solide ou liquide, la sublimation en chimie, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein, c'est quelque chose comme ça. Donc du coup, là, on se retrouve un petit peu dans le même concept, à savoir qu'on va un petit peu éparpiller notre désir, on va un peu le sublimer, le gazéifier, pour qu'il puisse nous, comme sur un tapis volant, si vous voulez, nous amener jusqu'aux confins de la jouissance. Pas dans la jouissance elle-même, aux confins, c'est tout. Hein, mais c'est déjà pas mal. C'est une espèce d'emportement, voilà. Une espèce d'emportement possible, un emportement possible, l'amour. Donc vous voyez que l'amour, c'est une notion qui n'est pas déclinée par Lacan, pas du tout. Hein. Il n'a pas dit non, ça n'existe pas ce truc-là, etc., ça ne veut rien dire. Non, non, pas du tout. Il en parle dans ce chapitre-là. Hein. De l'amour, de la manière dont je vous en parle, mais moi j'ai beaucoup ramassé effectivement tout ça. J'ai beaucoup ramassé tout ça. Eh bien, il est 7h30, mes chers amis, donc je suis obligé d'arrêter là, puisqu'il faut que je rende l'amphi. Alors la prochaine séance a lieu dans 15 jours, et elle portera sur le chapitre qui suit celui-là, et qui s'appelle « La femme plus vraie et plus réelle ». C'est le chapitre 13, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, chapitre 13 ou 14 il y avait marqué chapitre 15. Ah bon? Ah bon? Je ne sais pas, alors je n'ai pas le programme. Ben, si vous avez le programme, vous savez mieux que moi. Hein. Une affaire de mal la prochaine fois? D'accord, ok. Autant pour moi. Si vous avez le programme, hein? D'accord, ok. Ben, je me suis gouré, excusez-moi. C'est une affaire de mal. Non, ça n'empêche pas, hein? Ça n'empêche pas, ça fait le lien. Ça... Comment? Ah oui, d'accord, ok. Bon. Eh bien, merci, mes chers amis, à dans 15 jours. Je compte sur vous. Il ne reste plus que 3 séances. Hein.